Halloween, c'était toujours trop pour moi. Pas la fête en soi, mais cette sonnette qui n'arrêtait pas et tous ces enfants qui réclamaient des bonbons. Ma petite Abby, 5 ans, elle adorait ça, évidemment. Elle courait partout dans son costume de princesse depuis l'après-midi, son seau citrouille qui se balançait à son bras. Moi, par contre, enceinte de 8 mois, épuisée, j'arrivais à peine à la suivre. J'avais mal aux pieds à force de rester planté à la porte à distribuer des bonbons à des enfants qui défilaient sans arrêt. À 22h, j'avais enfin couché Abby, son seau de bonbons serré contre elle comme un doudou. J'espérais que le défilé de petits monstres s'arrêterait, mais non. Ce n'est qu'à presque minuit que la sonnette a enfin cessé de sonner. Dehors, les rues étaient silencieuses maintenant, juste quelques rires au loin et une voiture de temps en temps. Je me suis assise au salon, le bol de bonbons sur les genoux, grignotant machinalement les restes. Les envies de grossesse justifiaient les crises de bonbons tard le soir. J'ai allumé un film d'horreur, quelque chose de kitsch et prévisible, espérant me détendre après cette longue nuit. Environ 15 minutes plus tard, alors que je commençais à me détendre, on frappa à la porte. Je me suis figé, fixant l'écran comme si le coup venait du film. Qui diable ferait du porte-à-porte à cette heure-ci ? Mon cœur fit un petit battement réticent alors que je me levais et me traînais vers la porte. Par le Judas, je l'ai vu. Un homme avec un masque de loup-garou, debout silencieusement sur le porche. Sérieusement ? Murmurai-je pour moi-même, entr'ouvrant la porte juste assez pour le fusiller du regard. Des bonbons ou un sort. Sa voix était basse, presque moqueuse. Je le regardais en plissant les yeux. Ma patience était à bout. Rentre chez toi, ou j'appelle la police, espèce de farceur. Il n'a pas bougé, n'a rien dit d'autre. Il est juste resté là, à me fixer à travers son masque en plastique. J'ai ressenti une pointe de malaise dans mon ventre. Il y avait quelque chose d'anormal dans sa façon de rester là, dans sa façon de me regarder. « Va-t'en !» J'ai crié, plus fort cette fois, et j'ai claqué la porte. J'ai attendu, guettant le bruit de ses pas. Rien. Après quelques secondes de silence, j'ai verrouillé la porte à double tour, éteint la lumière du porche et me suis dit d'oublier ça. Mais le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Je me suis tourné et retourné. Les doux ronflements d'Abby depuis la pièce voisine étaient le seul bruit dans la maison. Je me réveillais sans cesse. L'image de l'homme masqué me hantant. Qui était-il ? Pourquoi était-il là ? Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que quelque chose clochait. Il était environ 2h du matin quand je me suis réveillé en sursaut. Mon cœur battait la chamade comme si j'avais couru pendant des heures. Je ne savais pas pourquoi. Aucun bruit, aucune raison pour cette angoisse soudaine qui me serrait la poitrine comme un étau. Je suis sorti du lit discrètement et me suis dirigé vers la porte. C'était peut-être juste l'instinct maternel. Peut-être que j'avais juste besoin de voir Abby, de m'assurer qu'elle allait bien. J'ai avancé doucement dans le couloir. L'air dans la maison était plus froid qu'avant. En arrivant en haut des escaliers, je me suis figé. Il était là. L'homme au masque de loup-garou était accroupi à 4 pattes en bas des escaliers. Sa tête était inclinée dans un angle anormal, me fixant. Sa respiration était courte et rauque, remplissant le silence de la maison. Je suis resté là, incapable de bouger. Seul mon pouls résonnait dans mes oreilles. Pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Puis, sans prévenir, il laissa échapper un grognement bas et animal, comme un chien prêt à bondir. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne puisse suivre. Je me retournais et filais à toute vitesse. Je le sentais me poursuivre, ses pas lourds et rapides, mais pas comme un homme qui court, plutôt comme quelque chose qui rampe. Je jetai un coup d'œil en arrière et mon sang se glaça. Il me poursuivait à 4 pattes, comme un animal. Ses mains et ses pieds se précipitaient contre les marches, son corps se tordant de façon anormale alors qu'il me poursuivait. J'entendis ses grognements. Il grognait, grondait, hurlait comme un loup. J'ai atteint la chambre d'Abby juste à temps, claquant la porte et la verrouillant. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à composer le 911. « Aidez-moi, je vous en prie !» J'ai chuchoté dans le téléphone. Ma voix était à peine audible avec ses grattements à la porte. « Il y a quelqu'un chez moi. » Il essaie d'entrer. La voix calme de l'opératrice tentait de me rassurer, mais elle était noyée par les coups, les grattements, les grognements sourds venant de l'autre côté. La porte tremblait sous ses coups de pied, encore et encore, plus fort à chaque fois. Je tremblais comme une feuille, le dos contre la porte, serrant Abby dans mes bras, priant pour que la police arrive.
Puis, au moment où la porte allait céder, je l'ai entendu, le hurlement lointain des sirènes. Les coups ont cessé, le grattement s'est tu. Quand la police est arrivée, ils ont trouvé la porte d'entrée fracturée, la serrure tordue par ce qui ressemblait à une tige métallique. Mais l'homme était parti, disparu dans la nuit comme s'il n'avait jamais été là. Ils ont fouillé la maison, vérifié le quartier, mais aucune trace de lui, aucun indice sur qui il était ou ce qu'il voulait. Et je n'oublierai jamais son regard à travers le masque, ce regard silencieux et patient, comme s'il attendait que j'ouvre la porte à nouveau. La nuit d'Halloween à Greenwood faisait toujours ressortir le meilleur de notre quartier. Des enfants en costume partout, des maisons décorées de décorations effrayantes. C'était ma période préférée de l'année. Cette année, Jack Marlowe et sa femme Lisa nous ont surpassés avec leur maison hantée. Ils organisaient une petite réunion. J'étais arrivé 1 heure plus tôt pour aider. Rick Thompson, c'est mon nom. J'étais ami et partenaire d'affaires de Jack depuis des années et Lisa était sa petite amie. On partageait beaucoup, mais ça devenait tendu entre lui et Lisa ces derniers temps. Je savais pour la liaison de Lisa avec une femme plus jeune nommée Diane. Pas mes affaires, alors j'essayais de rester léger pour ne pas gâcher la soirée. Peu à peu, la soirée avançait. On buvait et riait tous, faisant semblant de ne pas voir la tension. 2 heures avant qu'on s'en rende compte, la sonnette retentit. Des bonbons ou un sort? La voix étouffée venait du porche. Jack, toujours serviable, se leva et prit le bol de bonbons. « Je comprends », dit-il en allant vers la porte. Quelque chose ne semblait pas juste. Je l'ai suivi dans le hall, mais suis resté en retrait, caché dans l'ombre du couloir. Un horrible pressentiment m'envahit qu'il allait arriver quelque chose de grave. En ouvrant la porte, Jack s'attendait à des enfants déguisés. À la place, une silhouette au masque grotesque se tenait là, tenant un sac en papier brun. Avant que Jack ne réagisse, il sortit une arme et lui tira dans le visage. Jack s'effondra instantanément et les bonbons se répandirent partout. Je restais figé de terreur, retenant mon souffle en fixant la scène depuis le couloir sombre. Hurlant, Lisa resta là, mais il y avait quelque chose d'étrange chez elle, presque comme si elle attendait ce moment. L'intrus masqué fit un pas de plus dans la maison pour chercher un témoin. Mon cœur s'emballa et je me repliai encore plus dans l'ombre. « Au secours! Quelqu'un appelle la police !» Elle cria enfin, sortant de sa transe. Diane quitta le salon à toute vitesse, la panique sur son visage. Elle s'était précipitée droit contre la silhouette masquée. Il recommença à lever l'arme. Aucun témoin. La silhouette siffla. Mon instinct de survie s'est déclenché. Je me suis retourné pour fuir et j'ai heurté une table, en voyant un verre s'écraser au sol. Le bruit de bris allait me sauver. La tête de l'intrus se tourna brusquement vers moi et j'ai su que c'était mon tour. J'ai couru vers la porte arrière alors que le tueur me poursuivait. J'ai sauté dans le jardin, franchissant une basse clôture vers le jardin voisin, alors que le voisin regardait par-dessus sa limite de propriété, l'air irrité. Je ne pouvais plus respirer, mais je continuais à me faufiler à travers le labyrinthe de jardin. J'ai atteint la rue et j'ai vu une voiture de police garée au bout du pâté de maison. Je leur ai fait signe, essoufflé et paniqué. « Au secours, mon ami a été blessé par balle, le tueur me poursuit !» J'ai crié, pointant vers la maison de Jack. Les flics n'ont pas attendu, ils ont foncé vers la maison avec moi à la remorque. En arrivant, la maison était d'un silence de mort. À l'intérieur, Lisa berçait le corps de Jack en sanglotant. Diane avait disparu. Aucune trace de l'intrus masqué. J'ai raconté à la police l'homme masqué qui m'avait conduit et cette poursuite terrifiante. Puis j'ai parlé de la réaction bizarre de Lisa et de la disparition éclair de Diane. Les flics m'ont assuré qu'ils suivraient toutes ces pistes. Les jours passent, puis l'enquête finit par révéler les sombres secrets de la famille Marlowe. Alors que Lisa et Diane entretenaient leur liaison, leur ressentiment envers Jack grandissait. L'attaque meurtrière était clairement préméditée. Diane fut vite retrouvée et, sous pression, avoua tout, impliquant Lisa et dénonçant le tueur masqué, un tueur à gages engagé pour éliminer Jack. Le meurtre s'est avéré être un crime horrible et atroce.
Le procès qui a suivi a captivé Greenwood. Ça glaçait le sang d'entendre les détails du meurtre d'Halloween. Lisa et le tueur qu'elle a engagé ont écopé de la perpétuité. Diane avait coopéré avec la justice et reçu une peine réduite, mais ne survivrait jamais à cette nuit fatidique. J'ai lutté contre la douleur, mais j'ai cédé à la justice. Je me suis promis de vivre avec le souvenir de Jack, hanté par ce qu'il a vu et par sa vie arrachée lors d'une soirée qui aurait pu être une nuit innocente. C'est l'histoire d'un intrus d'Halloween, un rappel que les visages familiers masquent parfois une obscurité impénétrable et que la frontière entre l'amour et l'infidélité est si mince. Et chaque Halloween, quand les enfants déambulent déguisés dans les rues, je repense à cette nuit et à mon ami disparu. Chaque Halloween, notre rue devenait un tourbillon de costumes, de rires et de lumière qui clignotaient. Les enfants couraient de porte en porte, leurs sacs de bonbons de plus en plus lourds. J'adorais ça. L'excitation, le sucre, le sentiment de vivre quelque chose de magique, ne serait-ce qu'une nuit. Mais il y avait toujours une maison au bout de la rue que personne n'approchait. La vieille maison McFadden. Même en plein jour, elle dégageait une ambiance flippante. La peinture s'était écaillée depuis longtemps, laissant le bois pourri à nu. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes et personne n'avait vu les McFadden depuis des années. Certains disaient qu'ils avaient déménagé, d'autres affirmaient qu'ils étaient encore à l'intérieur, cachés. Les enfants avaient une autre théorie. La maison avalait les enfants tout entiers. Mes amis et moi, on s'amusait à raconter des histoires sur cet endroit. Chaque Halloween, on se défiait de frapper à cette porte. Personne ne l'avait jamais fait, bien sûr, jusqu'à cette année-là. J'avais 12 ans, plein de bravade et gavé de bonbons. Mon meilleur ami Darren m'a défié 2 fois, et dans un moment de stupidité pleine d'adrénaline, j'ai relevé le défi. Je vais le faire. Ils ont ri, mais j'ai vu une lueur d'autre chose dans leurs yeux. De la peur, peut-être de l'admiration. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas reculer. En marchant vers la maison McFadden, les bruits du quartier semblaient s'estomper. Les rires et la musique des autres maisons devinrent étouffés, comme si je glissais hors de la réalité, vers quelque chose de plus sombre. La porte paraissait pire de près, éclatée et déformée, comme si quelque chose avait tenté de s'en arracher. J'ai saisi la poignée rouillée et à ma grande surprise, elle a tourné facilement. La porte a grincé en s'ouvrant, révélant un long couloir étroit baigné d'une faible lumière jaune. J'ai hésité. L'air à l'intérieur était épais, vicié. Des particules noircies flottaient dans la faible lumière, comme si la maison n'avait pas été dérangée depuis des années. Mais j'étais déjà allé jusque-là. Je suis entré. Ça ne ressemblait pas à la maison d'un vieux couple fou. On aurait dit que quelqu'un m'attendait. Il y avait des décos d'Halloween, des araignées en plastique et de fausses toiles au plafond. Des citrouilles bordèrent le couloir, leurs visages sculptés en sourires sinistres. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était des photos. Elles tapissaient les murs, de vieilles photos noir et blanc d'enfants déguisés pour Halloween. Certains avaient l'air heureux, trop heureux. D'autres, il y avait quelque chose qui clochait dans leurs yeux, creux, presque vides. Je me suis approché, plissant les yeux vers la photo la plus proche. Le garçon avait mon âge, souriant jusqu'aux oreilles, mais ses yeux étaient morts. Et horrifié, je l'ai reconnu. Impossible. C'était Tommy Hartwell, le gamin disparu à Halloween dernier. On avait tous entendu l'histoire, mais tout le monde pensait qu'il avait été kidnappé. Je fixais la photo, un nœud dans l'estomac. Ça ne pouvait pas être vrai. Tommy avait disparu. Mais comment pouvait-il être là, souriant sur une photo vieille de plusieurs décennies? C'est alors que je l'ai entendu. Un rire doux. Ça résonnait depuis le fond de la maison, ce genre de rire qui me donnait la chair de poule. J'ai reculé d'un pas, mais la porte derrière moi a claqué dans un fracas qui a fait trembler les murs. Mon cœur battait la chamade. J'étais piégé. Je me suis éloigné de la porte et une brise glaciale a balayé le couloir, faisant vaciller les bougies de la citrouille. Les ombres se sont étirées, longues et déformées, et du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose bouger. Qui est là? Aucune réponse, juste ce rire étrange et lointain. Puis, de l'obscurité, une silhouette a émergé. C'était Tommy, ses vêtements déchirés et sales, le visage tordu. Mais ce n'était pas le Tommy dont je me souvenais. Sa peau était pâle, presque grise, et ses yeux, des fosses noires vides qui me fixaient. Tom?
Il n'a pas répondu. Il a levé la main et pointé vers le bout du couloir. Sa voix est sortie rauque, lourde. « Tu dois nous aider. » J'étais figé. « Nous ?» J'ai regardé autour de moi et soudain, les visages sur la photo semblaient me fixer. Les yeux vides suivaient chacun de mes mouvements. Tommy s'est approché. « Si tu n'aides pas, tu deviendras comme nous. » « Comme vous ?» Tommy hocha la tête, le visage tordu de douleur. Les murs autour de moi semblaient se refermer. Que dois-je faire? Il pointa la porte au bout du couloir. Elle ressemblait à celle par laquelle j'étais entré, mais celle-ci avait quelque chose de gravé dessus. Mon nom. Non. Je ne voulais pas y entrer. Chaque instinct me criait de faire demi-tour, de trouver une autre sortie. Mais le regard dans les yeux de Tommy, ses yeux sombres et vides, me disait qu'il n'y avait pas le choix. J'ai saisi la poignée, la main tremblante. En la tournant, la porte grinça, révélant un escalier étroit et sombre. J'ai franchi le seuil et la maison sembla soupirer. La lumière derrière moi disparut, avalée par l'obscurité. J'ai continué à marcher, encore et encore, puis je me suis retrouvé dehors. La maison était silencieuse, ses fenêtres sombres et sans vie. Je suis rentré chez moi en courant et j'ai tout raconté à mes parents. Je tremblais, mais ils pensaient juste que j'avais eu peur à cause d'Halloween. Le lendemain matin, la rue s'est réveillée au son des sirènes. La maison McFadden était en flammes, engloutie par un incendie de 5 étages. C'est là que j'ai vu le regard de mes parents, incapables d'y croire, mais sachant au fond que je disais vrai. Les enfants qui avaient disparu au fil des ans, ils n'ont jamais été retrouvés. Et encore aujourd'hui, chaque Halloween, je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas ouvert cette porte.